Ils ont ri lorsqu'elle s'est glissée dans le siège du colonel, prétextant une farce. Elle a resserré le harnais et murmuré un mot codé au micro, un mot que personne n'avait entendu depuis des années. Les alarmes ont retenti, le ciel s'est transformé, et tous les vétérans de la base ont oublié comment respirer. Personne ne comprendrait ce qu'elle venait de déclencher avant les dernières secondes, et c'est précisément pour cette raison que vous resterez pour le voir se dérouler. Bienvenue dans Histoires humaines. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, abonnez-vous. La base s'éveilla avant l'aube sous un ciel maussade, qui pesait sur les toits en aluminium et faisait vibrer les radars. Le vent fouettait le sable sec contre le béton comme des fils invisibles, mais les opérations ne ralentirent jamais. Cet avant-poste se trouvait précisément là où ralentir signifiait abandonner le corridor aérien vital dont les Alliés avaient besoin pour maintenir le front en activité. Le lieutenant Naomi, Valkyrie, rôde évoluait dans la pénombre de l'aube avec le silence rodé de quelqu'un habitué à passer d'un rôle à l'autre, ni clairement engagé ni commandant, un fantôme liminal dont les ordres étaient toujours personnel de soutien technique. Son regard portait la vigilance caféinée d'un pilote ancré dans la politique, et non dans ses compétences. 6 semaines plus tôt, elle était arrivée par un vol de ravitaillement. Ses documents de transfert comportaient une évaluation médicale la qualifiant d'instabilité émotionnelle due à un stress prolongé dans le cockpit, rédigée après un incident classifié qui lui était interdit de mentionner pour sa propre défense. La rumeur se propageait plus vite que les coups de feu dans les espaces confinés, car les pilotes respectent les compétences mais craignent l'imprévisible. Naomi se retrouva bannie au diagnostic, calibrant l'avionique pour des hommes qui saluaient poliment mais ne lui laissaient jamais oublier qu'elle était un exemple édifiant où elle coupait, talent mis de côté. Ce matin-là, le colonel lui-même traversait le tarmac, sa silhouette se découpant sur les projecteurs encore aveuglants de la garde de nuit. Le colonel Marcus Kane, indicatif d'appel ironclade, était une légende incarnée, 3 missions de combat, 2 appontages par rafale de vent sans visibilité, et une sortie quasi mythique de canyon inversé qui continuait de tourner sur les écrans d'orientation. Sa réputation était inébranlable, et les soldats suivaient son rythme, être une seconde derrière lui était perçu comme un échec. Lorsque Kane aboyait des ordres, il ricochait sur les nervures du hangar, et cette trace d'autorité définissait l'existence de Naomi. Elle assurait l'entretien de son escadron de chasseurs d'attaque bimoteur effectuant des diagnostics de bout en bout, mettant à jour le micro-logiciel de la bibliothèque de menaces et disparu avant le briefing d'avant-vol. Il ne l'appelait jamais par son nom, il pointait simplement l'appareil du doigt et disait « Faites-le chanter ». Les mains de Naomi obéissaient, mais son esprit continuait à piloter des missions seul dans la baie avionique. Elle mémorisait les schémas de panne, visualisait les chaînes de défaillance, les cartographiait sur le terrain comme les traits d'un peintre construisant des contingences silencieuses. Personne ne demandait à voir. Chaque nuit, elle arpentait la ligne de vol déserte, goûtant les vapeurs de kérosène dans la chaleur calme, chuchotant aux turbines comme à des dragons endormis languissant vers le ciel. L'équipe de maintenance plaisantait en disant qu'elle courtisait les avions où il ne comprenait pas sa religion intime, un avion réagissait au respect comme un violoncelle réagit à un archet ferme. Un front météorologique plus épais que jamais depuis des semaines commença à s'avancer depuis la mer lointaine, son front d'attaque formant une tache cobalt veinée d'éclairs silencieux. La météo le signalait orange des rafales dépassant les seuils de sécurité de lancement en quelques heures mais les missions se poursuivaient. Les renseignements terrestres avertissaient que les blindés ennemis se mobilisaient hors de portée de l'artillerie. Les sorties de frappe devaient cesser avant la fermeture du couloir. Le colonel Kane avait programmé un rendez-vous pour le lancement à l'aube, son premier élément décollerait, ravitaillerait en altitude, franchirait des cols de montagne à basse altitude et neutraliserait un convoi avant que la glace ne se forme sur le bout des ailes. Audacieux, presque téméraire, le genre d'agression qui lui avait valu des médailles et des hommes formés pour chasser le feu. Tandis que le ciel s'éclaircissait par bandes maladives, Naomi s'accroupit sous le vaisseau amiral Ironclad One, vérifiant les conduites hydrauliques. Du bout des doigts à l'écoute des micro-vibrations, elle traça les tuyaux d'alimentation et ressentit un tremblement harmonique, un scintillement presque indétectable signalant un régulateur de pression sur le point de rater. Le protocole lui imposait de faire appel à un technicien expérimenté, mais le temps pressait et la hiérarchie était plus lente que les dégâts. Elle recalibra elle-même le régulateur, intériorisant le risque, si le moteur de Kane calait en montée, la faute retomberait directement sur le lieutenant, instable. Elle nota le correctif à la vue de tout au pas de tromperie, juste de l'action. Quelques instants plus tard, le chef d'équipage signa. Le travail de Naomi était terminé, mais un picotement le long de son omoplate lui annonçait la persistance d'une catastrophe imminente. Elle se tenait près de l'échelle ouverte du cockpit tandis que l'équipage se rassemblait. Le colonel Kane arriva dernier,
casque sous le bras, la foulée tendue par l'adrénaline. Le personnel au sol rit en remarquant Naomi s'attarder près du siège, échangeant des sourires narquois, elle se prend pour une pilote. Kane s'arrêta près d'elle près de l'échelle et, d'un ton aussi froid que le brouillard de l'aube, dit « Lieutenant, libérez la ligne ». Elle recula, mais son regard se porta vers le mur d'orage qui se préparait, dont les entrailles pulsaient d'éclairs silencieux. Elle prit une inspiration pour parler, puis ravala sa respiration. Aucun grade ne lui accordait la parole ici. Le colonel s'installa dans son siège. Le harnais claqua, la baie avionique s'alluma, et quelque chose dans le sifflement de démarrage accrocha l'oreille de Naomi à un léger décalage qu'elle n'avait rencontré que dans les simulations à forte charge. Elle ouvrit la bouche, mais la verrière du colonel se referma violemment, scellant la commande derrière du polycarbonate. Naomi expira dans le vent. Il ne lui restait plus qu'à prier pour que son calibrage tienne. L'équipe au sol s'éloigna, laissant à l'escadron ironclade l'espace nécessaire pour rouler. Les moteurs hurlèrent, le souffle des réacteurs projeta une chaleur incandescente sur le tarmac. Le front orageux se rapprochait, le vent hurlant à travers les antennes. Les klaxons d'alerte commencèrent à hurler d'une intensité réservée aux anomalies radars. À l'intérieur de la tour de contrôle, les voix se superposèrent, une urgence crue perçant l'étiquette radio tronquée. Un hélicoptère AWACS avait repéré des drones ennemis en approche, chevauchant le front orageux tel des raiders enveloppés par les intempéries. S'il pénétrait cet espace aérien, il pourrait larguer des armes à sous-munitions sur les dépôts de carburant alors que les chasseurs étaient encore déchargés. La tour ordonna le déploiement immédiat d'intercepteurs de réserve, mais tous les équipages de réserve étaient déjà sanglés dans le dispositif d'attaque sur le point de décoller. Le premier élément du colonel Kane atteignit les numéros de piste. Le contrôleur de service donna l'autorisation de décoller. Naomi eut un pincement au cœur, décoller face à un vent contraire dépassant les limites autorisées pour les essais était dangereux. Partir face à ce même vent contraire avec des drones ennemis était mortel. Le brouhaha de la tour s'amplifia, les signatures radars se multiplièrent et les altitudes chutèrent. Quelqu'un hurla d'interrompre le décollage, quelqu'un d'autre prit le relais. La confusion s'installa. À ce moment précis, le bus avionique avant de l'Ironclad One vacilla et redémarra à un problème visible uniquement depuis le cockpit. Naomi ne vit rien, et pourtant elle avait l'impression que le jet était une extension de son système nerveux. Le colonel Kane accéléra, les postes-combustion léchèrent le bleu. Alors que l'avion s'élançait, les becs de bord d'attaque ne se déployèrent pas complètement à un artefact du tremblement hydraulique précédent. Le coefficient de portance chuta, le jet s'affaissa sur sa jambe de force, piquant dangereusement du nez. Kane réduisit la puissance, mais l'élan s'était renforcé. L'avion fit un mouvement de lacet, les roues patinant. Naomi réagit instinctivement, sprintant à travers le sillage des réacteurs qui menaçaient de l'écorcher vive. Elle atteignit l'échelle latérale avant que quiconque ne s'en aperçoive. La visière de Kane s'écarquilla de surprise tandis que le lieutenant s'agrippait à son appareil comme une banshee née de la tempête. Elle actionna le régulateur d'interphone externe, désynchronisé. Vous perdrez du carburant hydraulique pendant la rotation. Abandonné et recyclé, ou il décrochera à 22 mètres. Sa voix grésilla, engloutie par le vrombissement des turbines, mais les yeux de Kane percevaient une compréhension piquée de fureur, un officier au sol le défiant sous ses yeux. Il hésita, et cette hésitation ralentit toute la chaîne de lancement. D'autres avions reculèrent, les contrôleurs de la tour aboyèrent des questions. Le premier drone ennemi apparut sur le radar principal à 8 km de distance, rasant le sol. Les secondes s'écoulèrent. Naomi grimpa plus haut, se jeta dans le cockpit et, avant que le colonel ne puisse libérer les verrous du harnais pour la jeter dehors, elle tendit la main par-dessus la console, et tout dépendait de cette dernière portée. Les mains de Naomi gesticulaient avec précision tandis qu'elle exécutait une réinitialisation du bus à chaud, actionnant le cerveau d'aileron et resynchronisant le système hydraulique plus rapidement que la procédure standard ne le permettait. Les voyants du tableau de bord se stabilisèrent, les becs de bord se déployèrent, et la fureur de Kane traversa son visage puis retentit un bruit sourd et colossal qui traversa le terrain. Un drone ennemi avait fait exploser son ogive contre un camion-citerne situé à l'extérieur du périmètre, projetant des boules de feu dans le ciel. Des débris pleuvaient comme une grêle brûlante, les sirènes retentissaient, et la radio du colonel crépitait, annonçant de nouvelles priorités, bases attaquées, pistes compromises, toutes les sorties annulées. Mais l'escadron était désormais bloqué où les avions à réaction, nés contre queue, sur une piste qui risquait de se transformer en couloir d'obus. Un seul appareil restait prêt à décoller, l'Ironclad One, le nez orienté vers une voie de circulation alternative menant à un abri renforcé.
Qu'un fixait Naomi, son instinct de commandement de toujours se heurtant à la réalité brutale qu'elle seule avait empêché son décollage de se terminer en catastrophe. Autour d'eux, le personnel au sol se dispersa. Une seconde détonation éclata près du dépôt de carburant sud, et des batteries automatisées traquèrent d'autres contacts hostiles à travers la tempête. La voix de Quint grésilla dans l'interphone, « Sors de mon siège ». Mais Naomi, à moitié dans le cockpit, observa le tableau de bord étincelant et ne vit pas une trajectoire de lancement, mais un goulot d'étranglement, une occasion de guider les autres avions. Elle allait faire pivoter le chasseur du colonel en bouclier roulant, détournant ainsi les tirs des drones ennemis du personnel. C'était une manœuvre audacieuse, qu'elle avait simulée en privé après des nuits passées à étudier les schémas d'attaque de drones sur le tarmac. Les rires s'étaient tus, remplacés par des cris et des avertissements retentissants. Sa respiration s'accéléra, mais sa voix demeura ferme, « Monsieur, donnez-moi 30 secondes et je vous donne 5 minutes pour cette base. » La mâchoire de Quint se serra, acquiesçant à contre-cœur lorsqu'une autre explosion frappa le parc à carburant au loin, le vent projetant une fumée saumâtre sur le pare-brise. La visibilité baissa. Les tours implorèrent les instructions d'évacuation. La main gauche de Quint plana au-dessus du bouton de déverrouillage de la verrière, puis quelque chose changea dans son regard, la réflexion prenant le pas sur l'ego. Il détacha ses sangles, se glissa latéralement dans le siège WSO derrière elle et gronda, « Vous avez le manche, lieutenant. Ne me faites pas regretter d'avoir fait confiance à des gens instables. » Personne ne vit son sourire. Elle s'installa pleinement sur le trône du colonel, ajusta les pédales, mit les gaz au ralenti nominal et murmura à l'appareil. L'avion répondit avec un frisson d'anticipation. L'équipage au sol resta bouche bée tandis que le lieutenant déshonoré, moqué des heures plus tôt, faisait maintenant rouler l'appareil du commandant d'escadron dans la trajectoire des tirs. L'espace d'un instant, à travers la fumée et les sirènes, Naomi sentit le ciel s'ouvrir grand dans sa poitrine, non pas le ciel au sens propre, mais l'étendue infinie que seul un cockpit offre, où la gravité et le jugement s'affaiblissent devant la conversation crue entre le pilote et la machine. La tempête approchait toujours, les drones continuaient de plonger, mais la prochaine étape appartenait à la femme en qui personne n'avait confiance, les moteurs vrombissant, le destin s'alignant comme des rails de tungstène prêts à la propulser non seulement dans les airs, mais dans la légende. Le roulage commença comme une pulsation dans l'acier. Les deux moteurs tremblèrent sous les bottes de Naomi, comme si la machine pressentait qu'un événement interdit se produisait enfin, et chaque main sur la ligne de vol se figua. Quint, silencieux derrière elle, sentit l'incrédulité se muer en une évaluation réticente tandis qu'il parcourait les pages du système, découvrant que chaque valeur hydraulique et avionique était parfaitement équilibrée dans les limites de la tolérance à un équilibre impossible au milieu du chaos. Il se souvenait du nombre de fois où il lui avait ordonné de faire chanter les jets, des nuits où elle était restée seule à communiquer avec des capteurs auxquels personne ne prenait la peine de parler. Maintenant, le jet obéissait à son contact comme un chien de chasse obéit à un sifflet. Les sceptiques se retrouvèrent à dévorer les gaz d'échappement tandis qu'elle accélérait devant des camions-citernes en feu vers le périmètre et, là où l'embranchement de maintenance se séparait de la piste principale, une zone théoriquement trop étroite pour les chasseurs, mais que Naomi avait mesurée au millimètre près des semaines auparavant. Le brouhaha radar dans la tour passa des codes tronqués à la panique générale tandis que les drones ennemis survolaient la cime des arbres pour éviter les batteries solaires. Les signatures vacillaient et sautaient sous l'effet de la pluie sur les écrans, mais la carte mentale de Naomi restait précise, chaque point correspondait à une éventualité qu'elle avait préparée pendant ses quarts de nuit sans sommeil. Elle passa les feux extérieurs en mode combat au rouge fixe à droite, blanc clignotant à la queue, une vieille astuce pour tromper les algorithmes de guidage optique et leur faire croire que l'avion était en montée post-décollage. Puis elle donna un coup de gaz, faisant tourbillonner les gaz d'échappement comme des flammes de dragon sous le plafond bas des nuages. L'explosion balaya une rangée de palettes recouvertes de sacs de sable, où deux membres de l'équipe au sol étaient accroupis, munis de radios portatives. L'un d'eux leva le poing à mi-salut, mi-supplication en passant, et à cet instant, Naomi encaissa le poids de toutes les vies qui dépendaient de sa manœuvre non approuvée, chaque mécanicien, cuisinier, employé du renseignement et pilote encore coincés dans des cockpits en acier. Dans le cockpit, le récepteur de menaces clignotait, signalant des micro-missiles entrant ou les drones s'éloignant de la ligne d'attaque principale, comme elle le souhaitait. Elle arma les nacelles d'appât boulonnées au point d'emport des dispositifs qu'elle avait personnellement calibrés pour compenser les décalages thermiques et laissa tomber deux leurs sur la voie de circulation. Ils s'enflammèrent dans de vrombissantes fusées de magnésium, et les drones bondirent sur la fausse chaleur telle des chiens sauvages, lui permettant de s'enfoncer plus profondément dans l'éperon. Le vent frappait les stabilisateurs à l'approche du virage en épingle à cheveux qui contournait un revêtement abandonné. Des rafales transversales frappaient les gouvernes, mais Naomi réglait le gouvernail par paliers chirurgicaux,
dérapant juste assez pour réduire la vitesse sol sans exposer le ventre à la fragmentation. La voix de Cain, basse dans l'interphone, posait des questions au lieu d'aboyer des ordres, un changement radical au milieu des alarmes. Vous avez planifié cet itinéraire? Combien de drones s'engageront à vous suivre avant qu'ils ne réorientent les réservoirs souples? 3 ont déjà décollé, répondit-elle presque doucement. 2 autres sauteront dès que la signature infrarouge atteindra son maximum au niveau du groupe de fusées éclairantes devant nous. Ensuite, nous avons 40 secondes avant qu'ils ne cherchent des cibles plus puissantes. Il l'assimila comme des coordonnées gravées. Devant lui se trouvait le virage le plus serré du terrain, effacé des cartes virtuelles car aucun chasseur ne pouvait le négocier sous la charge de combat. Naomi visa le virage, mit les gaz au ralenti et murmura un compte à rebours, 7 secondes de dérive cinétique, 6 de mise en drapeau des freins, 5 de lacet latéral avec poussée différentielle, 4 lorsque les spoilers s'ouvrirent, 3 lorsque la roue avant toucha le rebord en béton. Le fuselage menaçait de s'écraser dans le sable jusqu'à ce qu'elle riposte par une micro-impulsion du palonnier gauche et un manche à balai. Sans effort en géométrie réelle, le jet pivota dans le virage avec quelques centimètres d'avance, des étincelles ricochant sur les protections d'admission d'air lorsqu'un lampadaire de maintenance bascula vers l'extérieur, dégageant l'aile d'un souffle. L'ironclade One émergea sur le large tablier derrière le hangar Alpha. De la tour s'éleva un cri mi-prière, quiconque pilote l'ironclade One, arrêtez cette manœuvre. Naomi coupa le volume de la radio et laissa la base hurler. Il ne lui restait plus qu'un seul objectif, 2 chasseurs d'attaque bloqués sur la piste principale, l'un avec son train d'atterrissage avant droit en feu, l'autre intact mais coincé derrière l'épave. Si l'oiseau intact parvenait à se libérer, son radar AES et ses missiles anti-drones pourraient rejoindre les batteries automatisées et disperser les SEM, mais seulement si quelqu'un retirait l'épave en flammes qui le séparait de la sécurité. Naomi scruta l'écran à synthèse d'ouverture du HUD, traçant les vecteurs de vent, le rayonnement des flaques de carburant et l'arc des éclats d'obus. Elle ne pouvait pas éteindre l'incendie à distance, mais elle pouvait dégager la voie. Malgré la clarté du chemin, elle rapprocha drones et missiles de son propre jet, se servant d'elle-même comme appât suffisamment longtemps pour que les camions d'intervention arrachent le Hulk en flammes. Cain devina son intention en observant les couches changeantes de la carte. « Ce virage que tu viens de faire était suicidaire », murmura-t-il, l'admiration mêlée de peur. Naomi le sentit se pencher en avant, comme s'il essayait de scruter à travers son casque le calcul qui tournait derrière ses pupilles. « Je l'ai répété à 1,4 g, plein d'essence et armement à moitié, répondit-elle froidement. La vraie vie est plus légère, et le vent me donne une traînée aérodynamique. Ces roues pourraient tenir toute la journée. Il grogna quelque chose qui aurait pu être un rire, étranglé par l'adrénaline. 2 drones au pas des micro-kamikazes, mais des fers de lance du cave surgirent du ciel nuageux, descendant en arc balistique rapide. Leurs ailes composites scintillaient d'éclairs, chacune portant 2 ogives capables de réduire en miettes un abri renforcé. Naomi accéléra et orienta le jet sur la vieille voie de contournement du camion-citerne ou une trajectoire directe vers l'avion de combat en flammes. Elle lança des paillettes et des leurres dans la tempête, puis bascula l'ordinateur de vol numérique en mode semi-manuel, désactivant les inhibiteurs de suivi de terrain afin de pouvoir poser le nez à moins d'1,50 m du tarmac. C'était insensé où une seule ondulation d'asphalte pouvait cisailler le train d'atterrissage mais à cette hauteur, le souffle de post-combustion recouvrirait la piste de distorsion thermique, semant la confusion chez les chercheurs britanniques. Le jet rugit à basse altitude, les ondes de choc faisant vibrer les vitres du bâtiment administratif, et Naomi sentit le cuivre tandis que la charge gravitationnelle lui pulsait dans la colonne vertébrale. Pourtant, elle maintenait sa main gauche sur la manette des gaz, la droite sur le manche, les yeux fixés sur elle tandis que les étincelles du chasseur en feu fouettaient sa verrière comme de la neige ardente. À 90 nœuds, elle dépassa l'épave, effectuant un léger roulis pour diriger les flammes vers les capteurs infrarouges des missiles. Derrière elle, l'écran du colonel s'allumait en rouge, verrouillage du missile. Naomi ignora le signal de verrouillage, comptant les battements jusqu'à ce que le nuage de paillettes se forme. Puis elle donna un coup sec sur le manche à droite, actionna les aérofreins à mi-inclinaison et se lança en vrille à plat, une figure de voltige réservée aux casse-cou des spectacles aériens, et non aux pilotes de première ligne roulant au sol. Pourtant, la vrille fit dépasser les 2 missiles et percuta le chasseur déjà en flammes, faisant exploser son carburant résiduel dans un coup de tonnerre qui projeta l'aluminium tordu à 30 mètres dans le ciel. Une trajectoire parfaite se dégagea, l'avion intact pouvait rouler librement. Cain, l'entendit-elle jurer, les mains agrippées au cadre du siège, mais un chœur s'éleva sur le canal d'urgence, les équipages acclamaient l'arrivée des camions d'urgence, le pilote du chasseur intact signalait le roulage,
Les défenses automatisées se réajustaient avec de nouvelles lignes de tir dégagées des débris. Naomi laissa la vrille d'ironclade perdre son élan, frappa les freins, se stabilisa et fila sous le rideau de fumée tourbillonnant qui lui servait désormais de camouflage. Le vent tourna, la pluie reprit, et l'espace d'un instant, le monde devint gris et silencieux, à l'exception du tic-tac du métal refroidissant sous la verrière. À la base d'Ironclad One, voici la tour, dit enfin la voix, rauque d'incrédulité. L'ESM se disloque. Les batteries automatiques confirment l'absence de contact aérien à moins de 8 km. Tous les drones survivants battent en retraite. Naomi revint lentement à la puissance de roulage et se tourna vers l'aire de trafic principal, prête à guider le chasseur d'attaque intact vers un abri. Cain releva sa visière et observa son profil, des gouttes de pluie caressaient la voûte, une lumière vacillait sur son visage. D'un ton dénué d'ironie, il dit « Lieutenant, si je suis encore en vie pour regretter toutes les blagues que j'ai faites à votre sujet, c'est parce que personne ne vous a arrêté plus tôt. » Naomi réprima un tourbillon de justification, d'épuisement et de chagrin pour l'étiquette qu'elle portait encore. Elle se concentra plutôt sur les centaines de soldats qui émergeaient des bunkers, les yeux rivés sur son avion comme sur un mythe vivant. Elle guida Ironclad sous l'arche anti-explosion de l'abri Alpha 0 et coupa les moteurs. Les turbines s'arrêtèrent dans un soupir qui semblait définitif. Lorsque la verrière s'ouvrit, la pluie siffla sur le métal brûlant et de la vapeur s'éleva en colonne fantomatique. Elle détacha son harnais, grimpa sur l'échelle et, au moment où ses bottes touchèrent le béton, toute l'équipe de maintenance des hommes qui se moquaient autrefois de la technologie instable se tint au garde à vous, trop choqués pour parler. Cain descendit derrière elle, ses bottes atterrissant avec un bruit métallique. La dépassant, il fit face au demi-cercle de personnel et éleva la voix par-dessus les alarmes qui s'affaiblissaient. « Souvenez-vous de ce moment, cria-t-il, ces mots résonnant comme des coups de marteau. Quand les drones sont arrivés, quand la piste a brûlé et quand tous les protocoles ont échoué, c'est le lieutenant Naomi Rod qui a permis à cet escadron de survivre. » Il marqua une pause, jeta un coup d'œil aux manches à air en lambeaux qui claquaient encore au-dessus de sa tête, puis ajouta pour insister, « Si jamais l'un d'entre vous remettait en question sa place sur cette ligne de vol, c'est à moi qu'il en répondra. » Le silence fut rompu par un applaudissement, puis un autre, jusqu'à ce que le hangar résonne d'applaudissements une symphonie saccadée de claquements de gants, de talons de bottes et d'acclamations à moitié étouffées. Les joues de Naomi brûlaient, trempées par la pluie et les vapeurs d'essence, hésitant entre saluer et fuir. Cain se pencha et baissa la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Ce mot codé que tu as murmuré en t'asseyant, où l'as-tu appris ?» Elle croisa son regard, des restes de tonnerre se reflétant dans ses pupilles, et répondit doucement, « Du pilote qui m'a formé avant que le conseil ne me radio ton ancien ailier, Coburn. » Il déglutit. Coburn était mort dans un accident qui le hantait encore, et le conseil d'administration qui avait cloué Naomi au sol avait évoqué le même accident. Maintenant, le spectre de cette histoire planait entre eux non pas comme une accusation, mais comme une histoire inachevée. Cain se redressa, hocha légèrement la tête et, pour la première fois depuis son arrivée, prononça son indicatif sans mépris, « Valkyrie. » Puis il dit, « Je soupçonne que nous n'en sommes qu'au début de ce que vous pouvez faire. » Au-dessus de nos têtes, la tempête éclata enfin, des trompes de pluie martelant le toit dans une percussion cathartique. Naomi s'autorisa un soupir de triomphe avant que son esprit ne s'emballe, pressentant la prochaine tourmente se former au-delà des nuages. Les avions ennemis à l'origine de cette vague de drones n'étaient pas encore apparus sur les radars, et quelque part au-delà de la tempête, des éclairs de tir attendaient de la tester à nouveau. La pluie devint régulière, lourde, comme si la tempête s'attardait pour témoigner. Sur le tarmac, les équipages ralentissaient, non pas par fatigue, mais par recueillement, ou peut-être par une remise en question silencieuse de tout ce qu'ils pensaient comprendre sur la place des uns et des autres. Naomi se tenait dans ce silence, sa combinaison trempée, les cheveux collés au front, comme si les 2 dernières heures avaient brûlé une partie de son corps, révélant quelque chose de plus net en dessous. Elle n'avait pas parlé depuis que les paroles du colonel avaient résonné dans le hangar où elle n'en avait pas besoin. Mais en elle, quelque chose se tordait, non pas la douleur, ni la peur, mais la certitude lancinante que ce n'était pas fini. Elle ne s'attendait pas à ce que le mot codé fonctionne pas vraiment, pas après tout ce temps, pas après que le tribunal eût passé sous silence tout ce qui était lié à ce nom, à cet incident, à cet héritage. Il l'avait écrite instable, émotive, inapte, il l'avait déclarée effacée. Pourtant, aucun de ces hommes n'avait volé avec Coburn. Aucun n'avait entendu ce qu'il avait murmuré entre ses dents juste avant l'impact, et aucun n'avait vu ce que Naomi avait vu lors de cette descente finale, la manœuvre qui avait sauvé des dizaines de personnes mais lui avait coûté la vie ou une manœuvre qui, selon le conseil, n'avait jamais eu lieu.
L'enregistreur vocal du poste de pilotage avait été perdu pendant le transport, le journal de bord effacé, et un commandant tremblant lui avait dit « Ne parlez plus de ça. Vous n'étiez même pas sur le manifeste. » Elle était devenue invisible, légalement effacée. Alors qu'Ironclad refroidissait sous le dôme du hangar, Cain la convoqua en salle de débriefing, non pas pour la réprimander, mais avec une urgence discrète. Elle le suivit sans résistance. Il resta silencieux tandis qu'ils avançaient dans le couloir. Son pas avait ralenti, chaque pas plus posé, et pour la première fois depuis son arrivée sur cette base, sa démarche ne dépassait plus la sienne. Dans la salle des opérations, un écran de projection géant diffusait des images de surveillance. Cain se tenait à côté, les bras croisés. Sans la regarder, il lui indiqua un siège. Elle s'assit, le cœur battant. L'écran affichait 4 angles de vue, la tour, un affichage tête haute, l'interception d'un drone thermique, et enfin les images satellites à travers la tempête. Ces 4 perspectives convergeaient vers une vérité indéniable, Naomi avait effectué une mission qu'aucun commandant ne pouvait expliquer. Il n'y avait eu aucune autorisation, aucune signature d'autorisation, aucune chaîne de commandement, juste un siège qu'elle n'était pas censée toucher et des résultats indéniables. Cain laissa la vidéo tourner pendant 3 minutes avant de finalement parler. « Où as-tu appris à voler comme ça ?» Elle fixait l'écran, le bourdonnement du projecteur emplissant le silence. « Des routes, dit-elle. » Il répéta la question, plus doucement cette fois. « Qui t'a formé ?» Elle se tourna vers lui, calme et posée, comme Coburn le lui avait appris. « Monsieur, dit-elle, vous le savez déjà. » Cain ne broncha pas, mais sa voix changea. « Ce code que tu as utilisé au Vigile 7, une seule personne l'a utilisé avec moi en l'air. » C'était sa phrase de contournement personnel. Non enregistré. Non doctrinal. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Je n'en ai jamais parlé dans les comptes rendus post-action. Cain fit les 100 pas, puis 2, avant de se retourner pour lui faire face. Tu étais sur cet oiseau, n'est-ce pas? Le dernier vol de Coburn. Silence. Sa gorge se serra. Tu n'étais pas sur la liste de l'équipage, insista-t-il. Ils nous ont dit qu'il volait en solo. Il a dit que son agent de santé était en arrêt maladie. Ils m'ont radié, a-t-elle simplement répondu. Cain inspira lentement, comme si quelque chose d'énorme dans sa poitrine venait de se réaligner. C'est pour ça que la manœuvre me semblait familière, le pivot latéral, le roulis contrelacé à gauche. J'ai essayé de te l'apprendre. J'ai dit que c'était suicidaire. J'ai dit que c'était un pari contre la physique. Mais toi. Sa voix s'éteignit. Elle croisa son regard. Je ne l'ai pas seulement appris, dit-elle. Je l'ai achevé. Cain s'affala sur la chaise en face d'elle, soudain plus vieux, soudain immobile. Pourquoi n'en as-tu parlé à personne? Ils ont veillé à ce que je ne le fasse pas, murmura-t-elle. J'avais 23 ans. Ils m'ont dit que mon silence protégeait son héritage. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que cela protégeait aussi leur responsabilité. Cain jura dans sa barbe. Ils t'ont radié, cloué au sol pour instabilité. On m'a dit que tu avais paniqué dans le cockpit, que tu avais imaginé la manœuvre, que tu l'avais inventée sous le stress. Et tu les as crus? Non, dit-elle doucement, mais j'ai obéi. Cain se leva et fit les 100 pas, puis revint à grands pas vers la vidéo. Sais-tu que ce que tu as fait aujourd'hui va briser ce silence? Elle déglutit. J'ai déjà reçu 2 appels, un du commandement de la base, un de l'anglais. Ils te privent encore de sortie? Sa voix tremblait. Il marqua une pause. Non. Ils ont plus peur de ce qui se passera s'ils essaient de vous arrêter à nouveau que de vous laisser voler. Cain se dirigea vers le placard d'angle, déverrouilla un tiroir étroit et en sortit un classeur de vol noir et abîmé. C'était celui de Coburn, dit-il en le posant devant elle. Il l'a laissé dans mes quartiers la veille de son dernier vol. Il a dit qu'il ajoutait quelque chose de confidentiel, quelque chose qui ne figurait pas dans les manuels. Je ne l'ai jamais ouvert. J'ai cru que c'était le chagrin qui parlait. Naomi souleva la couverture. La première page portait un titre manuscrit en majuscules. VIGIL, 7 INSTINCTMANEUVERSUTSIDE vol ENEVALOPE. Son souffle s'arrêta. Chaque page était remplie de schémas, d'équations, de voies de récupération alternatives,
de contre-mesures anti-drones, d'astuces d'adaptation au terrain la moitié illégales, la plupart brillantes. Je croyais être la seule, murmura-t-elle. Cain hocha la tête. Tu ne l'étais pas. Il n'a simplement pas vécu assez longtemps pour te nommer. Le silence s'installa entre eux, non pas vide, mais plein, le genre de silence qui règne entre les pilotes avant une mission, le genre qui signifie « maintenant nous nous comprenons ». Puis l'alarme retentit à nouveau, une vraie alarme cette fois, pas un exercice. Cain se tourna vers le moniteur. Plusieurs avions rapides en approche, grésillaient la tour dans le haut-parleur. Profil radar inconnu. Ce ne sont pas des drones, ce sont des avions. La main de Cain planait au-dessus des communications. Tu n'es pas autorisé à voler en combat, dit-il doucement. Naomi se leva, la détermination illuminant son regard. Tu crois que ça compte maintenant, répondit-elle en s'avançant à grands pas vers la ligne de vol. Cette fois, personne ne l'arrêta. Le tarmac était glissant, reflétant des éclats de lumière ambrée et blanche, comme si le sol lui-même hésitait entre refléter le chaos du dessus ou l'ordre du dessous. Naomi se déplaçait sur le tarmac comme si la gravité avait disparu, comme si la tempête ne l'avait pas trempée, comme si l'étiquette de son dossier avait brûlé en plein milieu de la manœuvre, comme si des décennies de règles avaient finalement cédé sous le poids d'un fait irréfutable, elle était en l'air avant même de quitter le sol. Les techniciens reculèrent instinctivement tandis qu'elle s'approchait du chasseur de réserve, encore ravitaillé en carburant depuis la dernière alerte. L'échelle se déploya, la verrière s'ouvrit comme pour l'attendre. Personne ne demanda l'autorisation. Personne n'osa. Cain resta aux opérations, répondant aux appels confidentiels et subissant les répercussions politiques de sa performance, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La deuxième vague arrivait au pas de drone cette fois, mais des avions habités, rapides et discrets, volant à ras de terre dans la tempête, broyant des trous dans la couverture américaine tandis que la base était encore sous le coup de la première frappe. Elle n'avait pas besoin d'un rapport de situation pour comprendre leur mission, suppression des frappes, représailles, embarras tactique, le genre de mission qui démoralise le commandement. Naomi savait aussi quelque chose qu'ils ignoraient, ces combattants ne savaient pas qu'elle était là, ne savaient pas que Ironclad 1 avait survécu, ne savaient certainement pas qu'elle était sur le point de devenir leur problème final et inattendu. Elle se lança dans le cockpit avec la grâce d'une personne rentrant chez elle. Le siège la serrait comme s'il la reconnaissait. Ses doigts se mirent en place, batterie, robinet de carburant, générateur, APU. Le moteur s'alluma, impatient de décoller avant que le protocole n'intervienne. Son souffle était calme, son esprit plus clair que jamais. Pas d'autorisation de communication, pas de plan de vol, pas de soutien, juste son instinct et le classeur d'Anne Coburn, gravé dans son crâne comme une doctrine indélébile. La verrière se ferma dans un sifflement. La pluie perla et s'éparpilla sur le pare-brise. L'affichage tête haute clignota, altimètre, vitesse, vecteur, signature radar, horizon Q. Elle composa un code de transpondeur aveugle, utilisé autrefois par Cain, et verrouilla la roue avant. Appuyant sur la manette des gaz, le chasseur se mit en mouvement lentement au début, le moteur grognant de confiance comme un animal testant son maître. La voix de la tour résonna, piste 26 dégagée. Elle l'ignora. Les lumières pulsèrent. Les portes anti-explosion s'ouvrirent à moitié. Elle n'attendit pas. Les moteurs bondirent, les systèmes de post-combustion s'allumèrent et l'avion s'élança dans la tempête dans un éclair de lumière. Son corps s'écrasa contre le siège tandis que sa vitesse grimpait à 90, 130, 180 nœuds. Des rafales de vent la coupèrent, la dévièrent, la combattirent, mais elle pivota avec une douceur chirurgicale, cabrée, et elle prit l'air. Le train d'atterrissage se replia comme une décision enfin prise. Son radar fourmillait de contacts 4 bogies, puis 5 bas, serrés, rapides. Les ordres affluaient du commandement, retour à la base, déroutement, cessation des opérations jusqu'à nouvel ordre. Elle bascula sur un canal fantôme et les laissa parler à des parasites. Elle n'était pas là pour obéir. Elle était là pour intercepter. L'altitude grimpa à 1000, puis 1200 pieds. Elle tourna à gauche en une spirale décalée, prenant de la hauteur pour pouvoir se jeter sur leur chemin sans être vue. La voix de Cain résonna enfin, coupée manuellement sur la ligne d'urgence. Les routes, si vous faites ça, faites-le proprement. Qu'il le voie. Elle ne répondit pas. Elle vira plus fort, s'élevant au-dessus de la dernière couche nuageuse, éteignant ses phares. En contrebas, l'escadrille ennemie s'approchait, en formation régulière et délibérée, conçue pour l'intimider, mais ils ne la virent pas masquée par la tempête même qu'ils chevauchaient,
elle était la chasseuse, la proie sans méfiance. Elle a baissé les volets, ajusté le vecteur, calculé la dérive du vent et basculé sa commande de tir en mode manuel au pas de filtrage informatique, juste le pilote et son jugement. Elle a plongé, le cockpit s'emplissant d'un profond bourdonnement d'engagement. La vitesse a grimpé comme un cri. 80 nœuds, 5h30 les forces G étaient réduites, mais elle respirait calmement. Le HUD se verrouilla sur la queue de l'avion de tête. Elle attendit, puis tira. Un missile, une détonation. Le réacteur arrière disparut dans la vapeur et le feu, des débris se dispersant dans le ciel sombre comme les braises d'une forge divine. Les autres s'éparpillèrent dans le chaos. Elle vira en dessous, tira sur les jets, et roula derrière le suivant. Elle ne les poursuivit pas, ils furent regroupés vers l'ouest, contraints de rejoindre sa zone de transit où les interférences de la tempête affaiblirent leur radar et où le sol ne put les aider. Son deuxième missile heurta une autre aile, l'avion pivota, impossible de tirer. Et puis, enfin, elle était seule dans la tempête. Elle ne se retourna pas. Elle se dirigea vers le troisième, il tenta de la bloquer, mais elle feignit de partir à gauche, lança des contre-mesures à droite et fila sous sa visée comme de la fumée. Elle vit son hésitation et une erreur de pilotage née de la surprise. Il ne s'attendait pas à quelqu'un comme elle, aucun d'eux ne s'y attendait. Qu'un observait la scène depuis les écrans du centre de contrôle tactique, suivant sa trajectoire avec stupeur et horreur. La pièce derrière lui était silencieuse, tous fascinés. Elle abattit le troisième avion avec ses canons au plus aucun missile, d'une frappe précise sur le gouvernail de queue qui provoqua une déstabilisation instantanée. Une mort non pas automatique, mais purement intentionnelle, à l'ancienne, impitoyable. Le quatrième pilote s'est enfui. Il n'a pas suivi. Il a décrit un cercle au-dessus de l'épave, la fumée s'élevant dans les nuages, puis a fait demi-tour vers la base. Son niveau de carburant était bas, son cœur battait la chamade. Elle ne dit pas un mot à l'approche, elle n'avait pas besoin d'un guide. Elle atterrit avec une pente de descente parfaite, le vent la prenant comme il l'avait fait dans sa simulation des années auparavant, celle qu'on disait intenable. Les roues effleurèrent le tarmac, les freins sifflèrent, et le chasseur s'immobilisa lentement juste avant la ligne de projecteur. Cain était déjà là, et cette fois, il la salua. Pas un mot, juste ça. Derrière lui, tous les officiers qui avaient douté d'elle se tenaient silencieux, les mêmes hommes qui avaient ri lorsqu'elle était assise à la place de Cain, les mêmes hommes qui l'avaient vu anéantir une frappe aérienne avec rien d'autre que du cran et un code fantôme. Elle ouvrit la verrière et descendit, ses bottes fermement ancrées sur le sol qui ne la questionnait plus. Puis, sans qu'on lui demande, sans cérémonie, le premier chef d'équipage s'avança et murmura « Madame ». Puis un autre, puis toute la ligne. Elle n'avait jamais demandé de grade. Elle n'avait jamais exigé le respect. Mais elle l'avait gagné grâce à la seule chose qu'aucun tribunal ne pouvait effacer, le vol. L'orage était passé au pas d'un coup, pas proprement. Les nuages se traînaient à l'horizon comme des bêtes blessées, réticents à céder leur emprise sur le ciel. Mais la lumière qui perçait n'était plus filtrée par la pluie ou la violence. Elle était vive, froide et sincère, révélant la base telle qu'elle était après le passage, brûlée par endroits, abîmée sur les bords, mais debout. L'air sentait l'ozone, le kérosène et le béton humide. Naomi se tenait seule à côté de l'avion qui l'avait ramenée au point de départ, son casque à la main. Son regard ne se portait pas sur les gens rassemblés derrière elle, mais sur le ciel qui lui avait autrefois tout refusé et qui semblait enfin lui offrir quelque chose en retour, ni le pardon, ni même la justification, juste le silence, et parfois cela suffisait. Derrière elle, le colonel s'approchait sans hâte, plus comme avant, avec la cadence du commandement. Sa démarche était maintenant celle d'un homme traversant un pont qu'il n'avait jamais réalisé avoir brûlé. Il s'arrêta à côté d'elle, presque épaule contre épaule, sans salut, sans instruction, juste une présence. L'Anglais a encore appelé, dit-il doucement. Elle ne bougea pas, je m'en doutais. Ils ne savent pas trop quoi faire de toi. On est deux, acquiesça-t-il. Ils savent que ton immobilisation ne tiendra pas au plus maintenant. Les images sont disponibles. Les journaux sont archivés. Ce que tu as fait est déjà en discussion au niveau du commandement interarmé. Elle ne broncha pas, ils voudront me placer dans un endroit où ils pourront me surveiller. Ils voudront m'assigner un rôle qu'ils pourront contrôler au pareil. Cain laissa échapper un soupir. Mais j'ai dit non. Cela lui fit jeter un regard de côté. Tu as dit non? J'ai dit que s'il la voulait, il devrait la promouvoir, pas la contenir. Elle se tourna pour lui faire face pour la première fois.
C'est toi qui as fait ça. Il haussa légèrement les épaules. Vous avez piloté le siège. Vous avez sauvé la base. Et vous n'avez pas seulement exécuté la manœuvre théorisée par Coburn, vous l'avez rendue opérationnelle. Vous avez écrit la doctrine avec de l'acier, de la vitesse et du sang. Aucun dossier au monde ne peut aujourd'hui l'enterrer. Sa gorge se serra, mais elle le cacha. Je ne veux pas de cérémonie. Les yeux de Cain se plissèrent, presque souriants. Personne ne m'en propose. Ça ne finira pas comme ça. Elle hocha la tête, reconnaissante. Puis, et maintenant? Il fit un geste vers l'autre côté du tarmac, où un nouvel escadron commençait à arriver, de nouveaux appareils, de nouveaux commandants, des équipes déployées d'ailleurs pour renforcer le groupe d'attaque après l'attaque. Le rythme de la machine militaire reprenait, évoluant désormais avec une conscience nouvelle de ceux qui se trouvaient à son bord. On vous confiera une mission d'intégration de systèmes tactiques, dit-il. Du moins, c'est prévu. Mais toi et moi savons que ça ne durera pas. Elle esquissa un demi-sourire. Ils vont encore essayer de me boxer. Non, dit-il en se tournant enfin vers elle. Ils vont essayer de te recruter. Et s'ils ne t'écoutent pas cette fois-ci, s'ils essaient de réduire ce que tu as fait à une note de bas de page, tu t'en vas, et tu laisses parler tous ceux qui t'ont vu poser cet oiseau. Naomi fixa l'horizon. Elle pensa alors à Coburn non pas comme à la légende, ni même comme à son mentor, mais comme à l'homme qui lui avait un jour dit que voler n'était pas une question d'évasion, c'était une question de direction. Que contrôler n'avait jamais consisté à dominer la machine, il s'agissait de savoir où elle voulait aller, et de l'accompagner. Elle avait passé des années clouée au sol, silencieuse, effacée, mais la machine avait toujours voulu voler. Et maintenant, elle l'avait fait. Cain ne dit rien de plus. Il recula, lui jeta un dernier regard et partit. Et pour la première fois, l'espace autour d'elle ne lui semblait pas isolé, il lui semblait mérité. Elle resta là un moment. Les pilotes traversèrent la piste derrière elle, leur regard s'attardant sur leur passage non plus par amusement, ni par scepticisme, mais par autre chose, quelque chose de plus lent, de plus profond, le respect. Certains hochèrent la tête, aucun ne parla. Parce que parfois, l'histoire n'a pas besoin d'être racontée, il suffit de la remémorer. Ce soir-là, Naomi marchait seule sur la ligne de vol. Elle portait toujours la même combinaison de vol, la même graisse sur les manches, mais sa démarche avait changé. Elle n'était ni hésitante ni mesurée. Elle était silencieuse, certes, mais assurée ou le genre de démarche qu'on n'obtient que lorsqu'on a commis un acte irréversible et qu'on a décidé de ne pas s'enfuir. Les étoiles étaient apparues, découpées entre les nuages qui s'éloignaient encore. L'aérodrome était presque entièrement plongé dans l'obscurité, à l'exception des feux bleus de la voie de circulation qui brillaient faiblement sous ses bottes. Elle s'arrêta à côté de l'avion qu'elle avait commandé, le nez était désormais réparé, les conduites de carburant reconnectées, les systèmes inspectés discrètement sous des lumières tamisées par des ingénieurs qui ne plaisantaient plus à la mention de son nom. Un technicien à proximité se redressa en la voyant. « Vous avez besoin d'un accès, madame ?» Elle cligna des yeux. « Madame numéro ?» Il laissa sa main reposer contre le fuselage. « Je te dis juste bonne nuit. » Il sourit et continua son chemin, et pendant un instant, il ne resta plus qu'elle et le jet. Elle ferma les yeux et entendit à nouveau les moteurs non pas dans sa mémoire, mais dans son corps, dans sa colonne vertébrale, dans son souffle. La force G était encore gravée dans ses os comme un secret qu'elle n'était pas prête à dévoiler ni maintenant, ni jamais. Elle prit une longue inspiration et, pour la première fois depuis des années, elle n'eut plus l'impression de pénétrer dans cet endroit, ce ciel, cette machine. C'était à elle. Et quand la prochaine tempête éclaterait, elle ne resterait pas dans l'ombre. Elle serait à son poste avant même qu'il ne sonne l'alarme. Car désormais, il savait et, plus important encore, elle savait. Certaines histoires n'ont pas besoin de médailles, juste d'un moment où le monde découvre enfin ce qu'il a failli effacer. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, abonnez-vous et aidez-nous à faire vivre leur voix.